Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Alors voilà, ce soir c'est une soirée un petit peu spéciale puisque c'est une soirée expérimentale. Alors expérimentale, je pèse mes mots, puisque on va travailler ce soir effectivement sur la décision, sur apprendre à décider. Et alors pourquoi c'est expérimental? Parce que ce soir on va faire une sorte de coming out. Je pèse mes mots encore. Puisque ce soir, on va vous présenter donc un outil, voilà, qui est le fruit de l'évolution des différents apprentissages aussi et des différentes formations donc, de l'ENSA. Et donc, je suis ce soir en charge d'animer un petit peu cette soirée. Voilà, je me présente. Je m'appelle Cathy Jolibert. J'organise aussi l'Ice Climbing écrin dans les écrins. Voilà, comme son nom l'indique. Et ce soir, je vais animer cette soirée. Donc, bonsoir à tous et bienvenue. Alors, Décider en montagne, on va aborder ce sujet sur 4 points, en gros, 4 parties. Mais je vais d'abord laisser la place à Alexis, voilà, pour une petite introduction à la soirée de l'ENSA. Merci. Merci Cathy, bonsoir à tous. Je m'appelle Alexis Malon et je suis professeur d'alpinisme ici depuis pas mal d'années, 23 ans maintenant, et je suis guide haute montagne également. On voulait vous présenter le fruit actuel de nos réflexions et la manière qu'on a maintenant d'enseigner la gestion du risque en haute montagne. On verra comment ce qu'on va vous présenter est arrivé, ça on va prendre le temps de vous le présenter. Je voudrais simplement souligner que ce travail-là est le fruit d'un collectif, le collectif des profs d'alpinisme de l'école, qui s'appuie donc sur une assez longue tradition de pédagogie de l'enseignement de la gestion du risque. Que ce travail n'aurait pas pu voir le jour sans toutes les phases précédentes par lesquelles on est passé, et que c'est une évolution qui est relativement logique, et qui fait qu'on en est arrivé là où on est arrivé simplement parce qu'on a cette histoire et qu'on a pu s'appuyer sur les gens qui étaient avant nous pour le faire. Vous verrez, cette manière de gérer le risque, elle est vraiment très tournée vers la relation du guide à son client. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup parlé ces dernières années du facteur humain. Et je pense qu'une des grandes nouveautés de la carte, c'est de dire qu'il n'y a pas vraiment de facteur humain, mais que l'humain est au centre de tout le travail de guide. En un seul mot, sans client, pas de guide. Donc il va être beaucoup question d'échange, d'interaction, de questionnement, d'arbitrage, d'analyse dans cette soirée. Et évidemment, on est désireux d'être le mieux compris possible par vous tous. Et on espère vous intéresser et que vos questions seront nombreuses. Voilà. Merci Alexis. Alors, vous l'aurez compris, ce soir, on va essayer d'être volontairement concis et interactif, puisque l'idée, c'est de se poser des questions. Voilà, c'est de se poser collectivement des questions, individuellement et collectivement. La première partie de la soirée, eh bien, on va un petit peu voir ce que disent les données en accidentologie et qu'est-ce qu'on peut en faire de ces données. La deuxième partie, eh bien, portera plus sur, finalement, l'évolution de la culture professionnelle du guide, ces différentes phases. Et la troisième partie, eh bien, présentée par François ici, sur différents systèmes cognitifs de la prise de décision. Et enfin, la dernière et quatrième partie portera sur l'outil lui-même. J'ai le droit de dévoiler le nom ou pas? Allez, Guidos, avec 2 S. Vous verrez pourquoi. Vous savez déjà ou pas? Ah non, c'est vraiment un secret. Certains savent. Ok. Et donc, qui est donc l'outil ou le système, en tout cas, d'aide à la décision de l'an 22 après Jésus-Christ. On va pouvoir dire ça. Je vais donc laisser la place à une petite question pour voir où en sont vos croyances. Parce que comme l'idée, c'est d'être un peu interactif, hein, on va faire notre mieux. Enfin, je vais faire mon mieux à ce niveau-là, de mon mieux à ce niveau-là. Je vais vous poser une question. Et vous avez le droit, attention, la consigne. Vous aimez bien les consignes. Et la consigne est très claire, vous n'avez le droit qu'à un vote. D'après vous, selon vous, pour quelles raisons sont principalement appelés les secours en montagne? Attention, 4 réponses. Je dis les 4 et après vous votez.
Après, je répète. Okay. Donc, pour quelles raisons sont principalement appelés les secours en montagne? Première réponse, pour des accidents en avalanche. Deuxième, des personnes bloquées. 3 petits points. Troisième, des chutes de personnes. Quatrième, des chutes de pierres. Est-ce que Alexis et éventuellement Hervé, vous pouvez voir un petit peu combien de personnes lèvent la main à la louche? Alors, Hervé, je précise juste une chose, ça n'est pas évalué. Détendez-vous. Donc Alexis, toi tu vois à peu près à gauche, Hervé à droite. François, tu veux faire au milieu? Allez. Vous êtes prêts? Donc pour quelles raisons sont principalement appelés les secours en montagne? Qui vote pour le 1, les accidents d'avalanche? Alors tout le monde va se réserver pour une réponse. Ok. Des personnes bloquées en montagne. Majorité absolue. On va rajouter une précision à la question dans le cas de personnes blessées ou décédées. Donc personnes secourues hors personnes indemnes. Alors je repose la question du coup. Avalanche. Bon, ça c'est facile pour le compte. 2,5. Personne bloquée donc. Ah, ça a calmé tout le monde là. Hein. « 15 pour moi. 40 personnes. Okay. Troisième réponse, des chutes de personnes. Beaucoup. À peu près pareil, un peu plus peut-être que la précédente, beaucoup plus. 3 fois plus. Allez, à peu près 60 personnes. Et enfin, chute de pierre. Beaucoup moins. Alors, Maude, là, tu as de l'info. Hein. Alors, du coup, je me permets de vous présenter Maude Van Poel, qui est aussi, qui est thésarde et qui est aussi guide. Et donc, voilà, Maude, je te laisse présenter cette première partie que tu vas co-présenter, je crois, avec Hervé après. Non, c'est pas toi ? Bonjour à tous. Du coup, l'idée, moi, de cette première partie, c'est de vous donner quelques repères en accidentologie, donc étude des accidents, et ce qu'on sait, et puis aussi peut-être réfléchir à ce qu'on ne sait pas. Du coup, Cathy, elle nous a introduit ça. On s'attendait à ce que vous ayez des croyances un peu différentes. Je me pose quand même la question de savoir si vos réponses auraient été les mêmes si on vous avait posé la question pour le ski. Je sais pas. Je sais pas à quoi vous pensiez, si vous pensiez alpinisme estival, alpinisme tout compris ou ski. Toujours est-il que pour répondre à cette question, le type d'accident principal pour lesquels sont appelés les secours dans le cas de personnes blessées et décédées, c'est bien les chutes de personnes, et ce que ce soit pour l'alpinisme ou pour le ski. En effet, vous aviez raison au début, si on comprend les personnes indemnes, les personnes bloquées sont devant. 53% des accidents entraînant blessures ou décès en ski sont dus à des chutes. On entend quand même beaucoup parler des avalanches, et seulement 8% des accidents donnant lieu à un secours pour le PGHM sont dus à des chutes. Attention, si on isole les décès, la proportion elle change en ski. Voilà. L'idée de cette partie, c'est un petit peu de s'interroger ce qu'on peut savoir, ce qu'on ne peut pas savoir. Là, je m'appuie sur des données du PGHM, du secours en montagne, mais vous allez voir que ça couvre qu'une partie de la réalité accidentologique. Ensuite, si on s'intéresse, la question qui nous intéresse souvent, c'est quelles sont les causes de ces accidents, qu'est-ce qui peut faire augmenter les probabilités d'avoir des accidents ou pas. Donc là, je vais parler d'un autre type de données qui sont 2100 alpinistes à qui on a posé un certain nombre de questions.
Et au sein de ces alpinistes, juste pour situer, en moyenne 14% ont eu un accident, au moins un accident grave depuis qu'ils ont commencé la pratique de l'alpinisme. Et qu'est-ce qui fait bouger ce taux? C'est un peu ça la question des facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait augmenter ça? Et ben pour les pratiquants qui se déclarent être pratiquants de performance, ce taux il monte à 25%, à 27% pour les alpinistes ayant plus de 40 ans de pratique et à 33% chez les guides. Attention, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est guide qu'on a plus d'accidents. C'est uniquement des statistiques descriptives et ce qui est difficile à évaluer, à savoir qu'est-ce qui est dû à quoi, c'est que forcément les guides vont s'exposer plus longtemps, plus souvent. Si on regarde, peu importe le type d'activité, le sexe, l'âge, la possession d'un diplôme ou non, la fréquence de pratique, les seuls facteurs qui font réellement augmenter ce taux, indépendamment des autres, c'est la prolongation du temps d'exposition, donc le nombre d'années de pratique, la pratique à un niveau de performance, encore une fois, et une certaine représentation de l'activité, un certain, ce qu'on appelle rapport au risque, ce qu'on va mettre derrière, le sens qu'on va mettre derrière notre pratique. Voilà, on a souvent, je ne sais pas où vous en êtes là-dessus, pareil, on parlait de croyances tout à l'heure, en tout cas on entend souvent l'idée qu'en augmentant le niveau, on va se protéger un peu plus des accidents et que l'expérience et le niveau technique est gage de sécurité. Si on regarde le niveau dans ce questionnaire, toujours, des pratiquants ayant eu un accident grave, on voit que 33% se considèrent comme experts, attention c'est ce qu'ils déclarent, 41% comme confirmés, 22% comme débrouillés. Donc voilà, tout ça pour dire que, en fait, ni le niveau, ni l'expérience ne nous protègent. Bien au contraire, il y a toujours un effet mécanique du temps d'exposition contre lequel on ne peut pas lutter. Et du coup, parfois, ça nous amène à penser que la prévention, au bout d'un moment, elle se heurte à une impasse qui est celle que... Il y a une part de risque qui est impondérable, qui fait partie de l'activité d'alpinisme, et voir qui participe à la définir. Attends, Maud, je peux t'interrompre? Ouais. Juste sur le slide d'avant. Quand tu dis la prolongation de l'exposition, donc le nombre d'années, est-ce que tu as des études, parce que c'est le sujet de ta thèse, est-ce que tu as des études sur les périodes de vie pendant lesquelles il y a le plus d'accidents? Est-ce que tu as des tranches de vie? Les tranches d'âge. Pardon, tranches d'âge. Parce que... Ouais. On peut en faire quelque chose ou... C'est compliqué de tirer des grandes conclusions. Mais il y a quand même... En tout cas, dans les données des secours, il y a une surreprésentation des alpinistes. La moyenne d'âge, c'est plutôt entre 20 et 39, donc c'est large quand même. Il y a une surreprésentation plutôt des jeunes, mais encore une fois, ça je vais revenir sur ce problème-là, c'est que on ne peut pas le relativiser par rapport à la population totale de pratiquants. Autrement dit, oui, il y a beaucoup de jeunes hommes dans les statistiques des secours, dans les personnes blessées ou décédées, mais il y a aussi tout simplement beaucoup de jeunes hommes qui pratiquent l'alpinisme. Et ça, c'est des données qui sont très dures à objectiver. Voilà. Ça va comme réponse? Ok. Donc je reviens à mon idée suivante qui était plutôt sur la question de à quel point la place du risque dans l'activité d'alpinisme et la question un peu du rapport au risque des alpinistes. Donc là, c'est pareil, tout ce que je vais vous présenter, c'est un peu tiré des questions qu'on a posées à ces 2100 pratiquants. Et ce qui ressort en partie, c'est une forme d'ambivalence qui est vraiment au centre de l'activité d'alpinisme, qui consiste quelque part à s'exposer consciemment à un risque, tout en tentant de les réduire au mieux. Par contre, affirmer vouloir, et ça Alexis, je sais qu'il reviendra là-dessus par la suite, affirmer par la prévention, la sécurité, l'accidentologie, n'importe quel type d'étude, supprimer complètement les risques, ça ce serait une illusion. Voire une des motivations pour certains, une partie du sens qu'on trouve dans la pratique va être justement dans cette gestion des risques, de le faire au mieux, de le faire le plus minutieusement possible. Par exemple, 80% des alpinistes interrogés estiment que gérer au mieux une situation complexe, une fois qu'ils s'y sont consciemment mis ou exposés, fait partie du plaisir de leur pratique.
Par contre, on a vu aussi, et ça je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais qu'on voit différents types de rapports au risque, différents niveaux d'acceptation du risque et de valorisation du risque, et que ça varie à la fois en fonction de chacun, et à la fois en fonction d'une culture de communauté de pratique qui est véhiculée, qui va valoriser plus ou moins un plus haut niveau de risque. Cathy, tu as des questions sur cette slide? Non, mais par contre, j'ai oublié de le préciser, après chaque partie, on ouvrira si vous avez des questions de compréhension, ou en tout cas, n'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir. Voilà, donc on en arrive à ce constat que le risque fait forcément partie de la pratique de l'alpinisme, et par contre, on suppose, on a peu de chiffres pour l'étayer de manière objective, mais on a la sensation de manière générale que la société, pour le coup, accepte de moins en moins de risques, ou du moins, d'une certaine manière, pointe du doigt les accidents, peut-être plus qu'avant. Le plus qu'avant, encore une fois, c'est dur à objectiver, mais bon. Et du coup, une question qui revient souvent, c'est, mais réellement, combien on a d'accidents ? Réellement, c'est quoi l'accidentologie ou l'accidentalité, je vais vous expliquer, de l'alpinisme, de la cascade, du ski, etc. Et ça, on aimerait bien avoir une réponse, mais c'est quand même compliqué. La différence entre l'accidentologie, c'est le fait d'étudier les accidents, et l'accidentalité d'une pratique, d'une activité, c'est le fait de ramener un nombre d'accidents déclarés, observés, relativement à un nombre de pratiquants. Donc ce serait pouvoir dire, au bout de tant de journées d'alpinisme, le risque, la probabilité d'avoir un accident est de X%. L'accidentalité d'une pratique, c'est le fait de le ramener à une population totale de pratiquants. Et ça, en alpinisme, en fait, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas de données précises sur qui pratique, quand, comment, à quelle fréquence, à quel niveau. Et même si on avait ça, pour être vraiment rigoureux dans ces taux de risque ou taux d'exposition, il faudrait savoir combien de fois, combien d'heures, mais au sein d'une journée en alpinisme, on sait tous qu'en fait, on ne va pas passer autant de temps sur l'approche que dans une longueur difficile, etc., etc. Donc en fait, ça, c'est un peu compliqué. Néanmoins, parler du coup en chiffres bruts, un peu comme je l'ai fait au début sur les chutes et les avalanches, etc. Par exemple, dire le PGHM effectue en moyenne 700 secours par an en alpinisme. D'ailleurs, c'est à peu près ça. Très bien, mais par rapport à combien de pratiquants? Quelque chose qui nous donne un petit peu une idée, c'est de voir que les secours en alpinisme, le nombre de secours bruts en alpinisme depuis 2018 est à peu près stable. On sait aussi que les décès en avalanche affichent une moyenne stable. Et on sait pour le coup en ski de randonnée que le nombre de pratiquants total augmente. Ça tendrait à nous faire penser que finalement le nombre d'accidents en relation avec la population totale baisse un petit peu. Pour l'alpinisme, on ne peut pas le dire. Voilà. En plus de tout ça, les données, il faut savoir on va parler des données du secours, qui est notre source la plus fiable ou la plus facile d'accès de données sur les accidents. Mais si je reviens à mon questionnaire de tout à l'heure, pour vous donner une idée, sur 30% des alpinistes ayant déjà eu un accident grave n'ont jamais eu recours au secours. Donc par contre, tout ça, on n'a aucune donnée pour comptabiliser les accidents. Voilà. Une autre manière de parler... Ouais. J'ai une question du coup. Tu peux revenir sur le slide d'avant, s'il te plaît? Vous n'en avez pas, vous, des questions? Pas encore? Ok. Alors du coup, moi je me demandais, les pratiquants de ski, de randonnée augmentent. Typiquement, comment est-ce que tu pourrais évaluer en fait et avoir ces données-là? Ouais, alors bon, il y a plein de moyens différents. Cette donnée sur le fait que les pratiquants de ski de randonnée augmentent, si on veut se baser sur des données vraiment scientifiquement fiables. Ça vient d'une étude de l'INSEE à grande échelle sur les pratiques sportives des Français. Donc qui multiplie les canaux de diffusion, appels téléphoniques, questionnaires, sur tout l'ensemble des pratiques sportives des Français. Et en fait, sur l'alpinisme, il y a tellement peu de monde comparé aux autres activités sportives qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir établir quelque chose de fiable. On en a un peu plus sur le ski de rando. Et les fabricants ? Les vendeurs de matériel, on peut tirer quelque chose de ça? Oui, on peut recouper beaucoup de sources d'informations. On pourrait passer par les refuges, on pourrait passer... Le problème, c'est que c'est rarement des données très comparables les unes avec les autres. Je dis pas que c'est impossible, hein. Faut que quelqu'un s'y attelle et puis c'est un gros boulot, quoi, je pense. Ok, merci.
Voilà. Du coup, une dernière manière pour éviter de parler de ces données brutes et pour se donner une idée de la dangerosité des activités, une autre manière, c'est de parler d'indice de mortalité par activité. Donc là, sur les données du secours, on va... Pardon, j'ai été un petit peu vite. Indice de mortalité, ça veut dire qu'on va comparer, c'est le nombre de décès par rapport au nombre de personnes secourues blessées. Donc sur 100 personnes secourues, combien par activité, combien sont décédées? Ça, c'est souvent un peu surprenant. En tout cas, on montre pas mal du doigt le ski, je pense. On n'a pas testé comme tout à l'heure. Mais en tout cas, on voit vraiment une différence entre la colonne bleue et la colonne rouge. C'est un peu complexe à saisir au début, mais la colonne bleue, c'est le nombre de secours par activité totale. Donc on voit, si on se concentre que sur le bleu, que 40% des secours effectués par le PGHM pour des personnes blessées et décédées hors indemne concernent l'alpinisme en neige glacée mixte, 41% en ski. Donc ça, forcément, ça va être des activités qui génèrent le plus de secours au total. Par contre, en valeur relative, c'est pas les activités qui sont les plus mortelles, c'est plutôt la cascade de glace d'abord, ensuite l'alpinisme neige glacée mixte, rocheux, et ensuite le ski. Par contre, forcément, vu que c'est en valeur relative, la cascade de glace qui ne concerne que 1% des secours totaux, et ben sur le total, on aura moins de décès. Ça va, la différence entre les deux? C'était juste pour avoir des précisions, si c'était tous les PGHM confondus, les données, ou juste celui de Chamonix? Tous les PGHM de France, ouais. Pas les CRS et les pompiers, seulement les PGHM. Donc il manque une partie des secours en alpinisme. Par contre, le PGHM, par rapport à... On estime que ça représente 86% de l'ensemble des secours en alpinisme, fait par le PGHM. Tout ça pour dire que l'accidentalité reste délicate à évaluer objectivement et que tous ces chiffres ils sont soumis à divers enjeux, notamment entre le PGHM, CRS, pompiers, qui comptabilisent quoi, les chiffres qui échappent au filtre des secours, par exemple, et qu'il faut tirer des conclusions avec prudence en termes de prévention. Avec tout ce que je vous ai donné, moi personnellement, je ne saurais pas exactement sur quoi mettre l'accent suite à ça. Voilà. Pour l'instant, c'est bon pour moi. Merci Maud. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez donc pas mal de chiffres, un éclairage sur le risque et ses conséquences. Il y a des chiffres, mais ils ne sont pas si simples à interpréter. Question là-haut. Bonjour. La question que je me posais, c'est pourquoi vous avez évacué tous les chiffres concernant l'escalade rocheuse? Est-ce que les guides aussi interviennent? Il n'y a pas matière à, non? L'alpinisme rocheux y est. Par contre, on a évacué l'escalade sportive équipée et l'escalade en grande voie. Voilà. Pour se concentrer plutôt sur pratique alpinisme et montagne non aménagée. En d'autres termes, parce qu'il fallait définir un spectre, quoi. D'autres questions? Bonjour, moi j'ai une petite question plus pour l'ENSA. Est-ce qu'à un plus petit niveau, il y a des études qui sont faites sur les accidents lors des stages à l'ENSA? Alors, c'est un plus petit public, mais ça permettrait peut-être d'analyser aussi en reprenant vraiment la chronologie de l'accident, avoir plus de moyens de prévention. On peut avoir un récit plus complet de l'accident. Est-ce qu'au niveau de l'ENSA, il y a un recueil qui est mis en place et de quelle façon il est créé? On commence à mettre en place des retours d'expérience, voilà, et aussi bien quand des accidents graves se produisent, enfin c'est même pas aussi bien, c'est à chaque fois quand des accidents graves se produisent, on ramène toute la promo dans l'amphi pour justement débriefer la situation, comme ça a pu se produire assez récemment lors d'un probatoire où on a perdu un stagiaire lors de la 2e semaine du probatoire, oui. Ouais. Mais on n'a pas suffisamment de retours là-dessus aussi. Maud reviendra là-dessus pour pouvoir tirer des conclusions justement qui permettent de dire ah ben oui, à cause de ceci ou cela, tel ou tel paramètre, ce sont des invariants qu'on retrouve systématiquement dans les accidents. Aussi, est-ce que vous avez accès à des chiffres en Suisse ou Autriche ou ailleurs, Grande-Bretagne? Ils ne sont pas intégrés dans l'étude que je vous ai présentée. Il y en a. Voilà, on a
il y a déjà pas mal de paramètres à en prendre en compte, donc c'est un petit peu la même réponse que tout à l'heure. On a fait plutôt un focus sur la France dans ce cas-là. Bonjour. Est-ce que l'accidentologie est plus forte selon des saisons? Je pense par exemple à l'été ou l'hiver ou le printemps ou les vacances scolaires. Est-ce qu'il y a un point là-dessus? À l'échelle vacances scolaires, oui, mais c'est ramené au nombre de pratiquants. Donc vu c'est toujours pareil, en termes de quantité brute, on a beaucoup plus d'accidents en été. Certainement sur les vacances scolaires, j'ai pas vérifié, mais je pense que pas trop m'avancer en disant ça. Mais on n'a pas de possibilité de le ramener à un volume de pratiquants pour savoir si réellement ce serait plus dangereux que les autres périodes. Est-ce qu'il y aurait des comparatifs à faire avec les stations de ski, vu qu'on a beaucoup plus de données qui sont prises en compte avec les journées skieurs, et du coup créer des connexions entre les pratiques, ou c'est pas possible? Eh ben en ski, en tout cas sur des études à l'étranger, ça a beaucoup plus été, ça a pu être fait un petit peu plus, de pouvoir dire par rapport à un nombre de journées skieurs, en effet, tant de risques d'accidents, tant de risques pour les hommes, pour les personnes de tel âge, etc. Donc ça peut être des données, on peut supposer et mettre l'hypothèse que ça se transfère sur l'alpinisme. Par contre, on ne peut pas appliquer la même réponse. Il faudrait pouvoir reproduire l'étude en alpinisme, quoi. Ouais. Après, à échelle plus locale, c'est plus faisable de comparer à un volume total de pratiquants. Par exemple, dans des parcs où il y a des permis pour certains sommets, on va savoir on va avoir des données sur la population de pratiquants. Donc à échelle locale, surtout à l'étranger, parce que c'est pas le cas en France, là c'est possible, ouais. On va passer sans transition à la deuxième partie qui va être présentée donc par Hervé sur l'évolution de la culture professionnelle du guide. Et en l'occurrence, eh bien voilà, on va voir un petit peu les étapes de ces évolutions. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Hervé Caliza, j'interviens en formation initiale dans le département alpinisme et je coordonne aussi la formation continue obligatoire qui s'appelle le recyclage. Et donc dans ce rôle, j'ai participé à ces développements. Maud, elle nous a fait un petit panoramique là, de ce qui nous arrive, donc en termes de quantité, en termes de chiffres. Moi, je vais vous parler un petit peu d'où on vient, en fait. Comment on a été formé et quelle a été notre culture, qu'est-ce qu'on a traversé comme période pendant quelques années, pour savoir et pour bien identifier les différentes étapes de la culture montagne et du coup de la culture professionnelle. Alors, évidemment, ça va être résumé, synthétique, d'accord? On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour avoir des repères. Donc, voilà une première frise. Donc ça, c'est le temps, vous voyez. Donc, question d'histoire. À quoi correspond cette date? Création de la Compagnie des Guides de Cham. Alors, est-ce que vous savez autour de quoi ça a été créé, la Compagnie des Guides de Cham? La caisse de secours, d'accord? Donc là, il y avait déjà des motivations avec cette couleur. Deuxième question, 1945? Oui, alors en ce qui concerne la formation ou cet environnement? L'ENSA, voilà, très bien. 1993, plus difficile. Recyclage des guides. Donc, cette année-là, en fait, la profession était moteur et demandait, en fait, donc d'avoir une obligation de se former tous les 5 ans. Maintenant, c'est passé à 6 ans. Bien. Et puis, en 2010, il y a eu un changement de culture, un changement de cursus, d'accord, dans la formation initiale. Ça a été une bascule, quand même, assez radicale. Alors, à quoi ça correspond, tout ça? Par là, le guide, il fallait qu'il soit habile, courageux, héroïque. C'était un guide paysan, d'accord? Il commençait porteur, et puis il devenait guide quand on estimait qu'il pouvait tenir la corde. J'ai résumé rapidement, d'accord, mais vous comprenez l'esprit? Et puis, après,
la création de l'ENSA, là, on est passé sur une ère d'excellence technique. Si tu es bon techniquement, tu seras un bon guide. Donc là, le niveau technique exigé ainsi que les cursus de formation étaient quand même relativement orientés sur la technique et le niveau. D'accord ? Et puis, ensuite, là, quand on a commencé à arriver vers 93-2000, sont apparues un certain nombre de nouvelles choses, en se disant c'est quand même bizarre, parce qu'on monte le niveau, mais on a toujours des accidents. Il y a peut-être autre chose. Et là, on est passé dans une période qu'on va appeler la gestion des risques. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la gestion des risques ? On prend la réalité, puis on essaie de la bourrer dans des tableaux. D'accord ? On fait des tableaux à 12 entrées en disant, bah voilà, ça plus ça, machin, tac, donc plus d'accidents. Ah, merde, ça ne marche pas tout à fait. Alors par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque étape a été essentielle pour l'étape d'après. D'accord ? La gestion des risques, c'est là où on a vu arriver beaucoup de méthodos, les notions de facteurs humains, faire du diagnostic, la gestion de projet. Donc on est quand même, par rapport à l'habilité, le courage et l'héroïsme, on est sur d'autres compétences. D'accord ? Et donc ça a été une période qui finalement s'étend jusque par là, mais pour avoir la suite de l'histoire, il va falloir attendre un petit peu, parce que d'abord on va passer sur une petite explication de Maud. C'est à moi. Du coup, Hervé, comme il vous a expliqué sur la gestion des risques, l'idée de la gestion des risques ou de l'ingénierie du risque, des fois qu'on parle aussi, c'est qu'on a voulu, comme il disait, essayer de modéliser la réalité. Et ça me fait rebondir un petit peu sur ta question tout à l'heure pour savoir si on avait des récits un peu plus précis d'accidents qui nous expliquaient un peu les facteurs, les causes ou les facteurs contributifs. Et du coup, on en a. En tout cas, à l'ENSA, ils sont en train de se mettre là-dessus. Puis moi, j'ai aussi travaillé sur pas mal de retours d'expérience et de récits d'accidents, avec au début un peu l'espoir qu'on allait repérer des facteurs contributifs qui se répétaient, toujours les mêmes. Et puis même des associations de facteurs contributifs qui se répétaient, avec un peu l'ambition derrière tout ça qu'on allait pouvoir faire un grand arbre des causes qui engloberait toutes les situations d'accident, ou du moins qui serait assez fiable pour dire, voilà, les accidents en alpinisme arrivent pour ça, ça, ça et ça, les facteurs contributifs, les causes, donc que ce soit l'environnement, la météo, la fatigue, l'humain, s'enchaînent un peu toujours de la même manière. On avait un peu cet espoir quelque part, que l'espoir qui va un peu pas complètement avoué, mais ce serait de pouvoir avoir une checklist, avoir un truc dans la tête qui puisse nous dire voilà, go ou no go, quoi, finalement. Et en fait, au fur et à mesure qu'on lisait des récits, et encore des récits, qu'on faisait différents arbres des causes, donc les arbres des causes, ils marchaient bien. Les arbres des causes, pour vous donner une idée, c'est on va avoir plein de petits facteurs, puis on étudie les liens qu'il y a entre eux, et puis au bout du compte, ça arrive à l'accident, quoi, en gros. Donc ça marche bien pour un cas, on y arrive. C'est hyper intéressant, d'ailleurs, parce que je suis, attention, pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des récits d'accidents et des retours d'expérience. Mais par contre, à chaque fois qu'on ajoutait un nouveau récit, en fait, ça changeait tout l'arbre des causes, parce qu'il y avait toujours un facteur qui interagissait avec un autre de manière différente. Du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, les situations en alpinisme, elles sont uniques, même s'il peut y avoir des ressemblances. Elles sont dynamiques. Dynamique, ça veut dire que si je bouge un des paramètres, je bouge tout. Et puis ça veut aussi dire que je ne peux pas faire pause pour étudier la situation et tout poser sur le papier. Quand je suis en montagne, si je fais pause, en fait, ça continue à évoluer. Puis elles sont complexes. Les principes de causalité linéaire, où on voudrait dire A entraîne B, entraîne C, entraîne Z, ne fonctionnent pas toujours pour les décomposer. Et du coup, plutôt que de les représenter avec un arbre des causes qui irait de gauche à droite, pour vous donner une idée de la représentation, elle se représente plutôt un peu avec des bulles comme ça, qui se superposent. Donc ce qui est écrit, attention, c'est complètement à titre indicatif, mais par exemple, la déconcentration, la baisse de la vigilance, mais tout ça, ça n'a pas vraiment d'influence si c'est pas couplé avec un terrain exposé, où il peut y avoir des conséquences à cette baisse de la vigilance. Peut-être une erreur de manip, mais par-dessus tout ça, quelque part, par exemple, une pression liée à l'objectif, la fatigue, des perturbateurs de la décision, on en parlera après, la chance.
Quel rapport au risque j'ai? Quelle représentation du risque? Ça, je vous en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. À quel point j'accepte le risque, à quel point je le valorise, quelle est ma culture par rapport à ça? Hervé aussi, il a pas mal parlé de culture professionnelle qui se véhicule et qui va avoir un effet rebond là-dessus. Et puis, c'est tout ça qui fait que, d'une manière ou d'une autre, on a une situation qui passe d'un équilibre à un déséquilibre, où un facteur déclencheur, au final, va générer un accident. Voilà. On les représente finalement plutôt comme ça. Et ce qui est surtout important, c'est qu'il y a un aspect de la situation et du contexte dont on ne peut pas s'extraire. Analyser des accidents, il faut se rappeler qu'analyser des accidents a posteriori, on aura toujours tout compris a posteriori. Et en fait, l'importance du contexte en situation, elle est primordiale. Et il y a un biais qui s'appelle le biais de reconstruction après coup. C'est qu'on est toujours meilleur juge après coup quand on n'est plus dedans. Voilà. Merci Hervé. Merci Maude. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Est-ce que les étapes héroïsme, technique, tout ça, j'ai l'impression que c'est plutôt additif qu'une progression. Ouais, une s'ajoute à l'autre, au lieu de progresser d'une à l'autre, on a toujours pas mal d'héroïsme et pas mal de... Ah oui, absolument. Oui, c'est pas là l'idée de cette présentation, c'est de dire de toute façon notre héritage, notre culture est composée aussi de ces étapes. D'accord? Donc c'est pas de dire qu'on a fait une bascule à chaque fois, c'est simplement qu'on est passé à une philosophie un peu différente dans les contenus de formation. C'était l'idée, hein, de présenter un peu ce qu'il y avait comme ça. Et en fait, on est tous composés de cet héritage. Et du coup, une double question au milieu de ça. On parle pas mal en géographie pour la gestion des risques, des boucles d'action et de rétroaction. Est-ce que justement ça a été un peu intégré dans cette réflexion et interrogé autour de la montagne justement des différents acteurs et de ces boucles d'action et de rétroaction qui pourraient amener à l'accident? Et une deuxième question, c'est plus autour un peu de l'alpinisme, parce qu'au final, si on voulait complètement limiter le risque, justement, la notion la plus simple serait de ne pas y aller. Est-ce qu'on a questionné la notion de résilience autour de ça et résilience de l'activité? Alors, ce que je te propose, c'est que on avance un petit peu. Ouais. Et non, mais parce que comme ça, voilà, on y va tranquillement, et puis on verra que tout ce dont tu viens de parler, on va pouvoir peut-être le retrouver in fine dans ce qu'on propose. Mais en tout cas, tu parles de résilience, ça nous parle très fort. Tu nous parles de boucle de rétroaction, et voilà, on y vient, tranquille. Alors du coup, on gardait les questions. Ouais, j'ai vu garder les questions pour juste après, parce que je pense que, en fait, là, ce qui était intéressant, c'est effectivement de voir qu'il y a beaucoup de variables, qu'en termes de modélisation, il y a des limites à la modélisation. Ça me permet de passer sans transition à la troisième partie, qui est justement la prise de décision. Attends, tu te souviens, il y a une petite animation, François, petite question, pour voir, en fait, attention, c'est une question piège. T'as vu, hein, je t'ai eu. Hein. Alors, une petite question piège. On va voir comment se répartissent encore ce soir vos réponses par rapport à cette question, et si la distribution des stratégies est bimodale. Parce que bon, j'en parlerai pas ce soir, mais donc il y a deux groupes en gros. Donc, qui est plutôt intuitif, rapide dans sa prise de décision en montagne? Allez, on réfléchit pas, on lève la main. Qui est plutôt rapide, intuitif dans sa prise de décision en montagne? 10? Oh, je crois pas. Ok. Et à l'inverse, qui est plutôt rationnel, lent dans sa prise de décision? Plus. Et les autres décident pas. Ça dépend de la décision, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Donc la troisième partie, je me permets juste de présenter François, donc du coup, guide de haute montagne, François Le Ré, guide de haute montagne, expert judiciaire. Et donc, je t'ai vu, j'ai marqué le petit temps de pause. Hein. Voilà, donc François va nous parler ce soir de notre système de pensée, justement, d'où la petite introduction. À toi, François. Oui, merci. Alors, je vais d'abord vous dire d'où viennent les réflexions que je vais vous exposer. En fait, pendant longtemps, on s'est beaucoup référé à d'autres métiers à risque, comme l'aviation civile notamment,
ou la médecine pour trouver les systèmes qu'eux pratiquaient pour réduire le risque. Et c'est là qu'on rejoint les réflexions de Maud de tout à l'heure. En fait, on a abouti la plupart du temps à des impasses. Alors nous, je parle au nom d'un groupe de guides qui ont travaillé beaucoup sur, notamment à partir de l'assistance accident des guides, à partir aussi de l'étude de l'approche juridique, l'approche juridique qui montre un peu le rapport de la société avec l'exercice du métier de guide. Et puis, essentiellement aussi un groupe de guides qui a travaillé sur ce concept que je vais vous montrer et qui s'est inspiré, enfin, si vous voulez, pour vérifier ce qu'ils avaient conçu à partir de leur expérience de guide. Ces guides ont fait appel à des théories que je vais vous montrer. Alors, le thème étant la prise de décision, je vous ai montré cette photo qui est prise dans les Lofoten. Il y en a qui doivent connaître. Vous voyez, c'est une pente de neige qui est tout de même relativement inquiétante par rapport aux Alpes occidentales, très chargées, etc. Et en fait, le but, c'est d'aller sur le col qui est à droite de la grande pointe, là. Alors, on va parler de décision. Il faut tout de même bien concevoir que décider, ce n'est pas faire oui, non, go, no go, à droite, à gauche, etc. La décision, c'est quelque chose de global qui va impliquer pratiquement tout un mécanisme et qui va se traduire, je vais presque exagérer, mais dans pratiquement la position de vos pieds qui font une trace. Vous voyez, donc l'ensemble du corps humain va participer à la décision. Vous allez voir pourquoi je vais vous en parler. Donc, je vais vous décrire un ensemble de systèmes qui, c'est un peu schématique si vous voulez, mais ça représente le fonctionnement de notre cerveau quand il décide. Et donc, ce sont des théories, elles, qui ont été développées par un monsieur qui s'appelait Kahneman, qui était un prix Nobel d'économie d'ailleurs. Et puis, ça a été complété très récemment par un monsieur qui s'appelle Olivier Houdet, chercheur en neurosciences et psychologue. Alors, en fait, je vais aller un petit peu contre ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que tous ceux qui se pensent rationnels et le peu d'entre vous qui se pensent intuitifs, eh bien, écoutez, je vais aller contre, parce qu'en fait, on est majoritairement, en tout cas tous les gens qui vont en montagne, qui conduisent des gens en montagne, fonctionnent essentiellement sur un système qu'on va appeler 1, qu'on appelle aussi heuristique. Bon, c'est un grand mot, mais bon, je ne vais pas rentrer dans la définition. Mais le résumé que je vais vous en faire va vous l'expliquer. C'est un système très rapide, très efficace, mais qui présente des fragilités. Alors, on peut le décomposer, on parle d'intuition, on parle d'instinct, je fais la différence, instinct-intuition. L'instinct étant plutôt un réflexe de défense par rapport à un danger immédiat. L'intuition étant une manière de trouver une solution pratiquement immédiate également, mais par une forme de réflexion interne, et souvent inconsciente. On parle d'automatisme. Alors pour vous parler d'automatisme, bon, vous faites de l'escalade, faire un relais sur une paroi équipée, etc. La plupart du temps, ça ressort d'un automatisme. Hein, vous voyez, bon. On parle de simulation mentale. Très rapidement, notre cerveau va élaborer une solution au regard de son expérience passée et va la confronter par simulation, à savoir à l'avenir possible de cette solution. Et donc, et à la limite, va y renoncer très rapidement. Tout ça se faisant très très rapidement. Et donc, ça revient à mon dernier point, qui est la référence à des situations connues. C'est-à-dire que tout ce système 1, qui est le système majeur que nous utilisons tous, je dis en montagne, mais je pense que ça peut s'étendre largement au-delà, enfin surtout en montagne, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres choses à disposition. Alors, je vous l'ai dit, ce système est rapide, performant, mais il est fragile. Alors pourquoi il est performant? Parce que tout simplement, notre corps, je parlais de corporel tout à l'heure, notre corps est capable d'appréhender une multitude, une infinitude d'informations. Hein, on compte qu'on doit pouvoir capter entre 200 et 250 000 informations simultanées. Vous voyez, c'est impensable. Alors, ça c'est le système 1. On a un deuxième système, c'est celui que vous avez évoqué tout à l'heure. Le système 2, bon, on peut l'appeler algorithmique, c'est un mot à la mode actuellement, c'est un système rationnel. C'est composé donc de raisonnement, de calcul, d'utilisation de procédures, d'utilisation de rituels. Vous voyez la différence entre les procédures et les rituels, je pense.
et puis l'usage de méthodes et d'outils techniques. Voilà. Alors ce système, il est généralement juste, mais il n'est pas très performant, parce que justement, on ne peut pas prendre en compte plus de 4 ou 5 paramètres simultanés. On a beaucoup de mal à le faire. Regardez l'exemple du SMS au volant, que vous ne faites pas, bien sûr, mais c'est très difficile. En fait, on ne fait pas un SMS au volant, on alterne entre la conduite et le SMS. Voilà. Alors, ce système, et du coup, d'où la dangerosité du système. Ce système, il est donc lent, il est très consommateur d'énergie. Vous avez tous dû vous rendre compte, dans les situations en montagne où tout est tendu, on s'aperçoit que c'est difficile de réfléchir, difficile de penser, de raisonner et de calculer. Bon, je passe. Alors, vous voyez, ma petite guide, là, en fait, elle passe de l'un à l'autre. Vous voyez, l'oiseau, ça représente un peu l'intuition et les calculs de l'autre côté. Donc, elle passe de l'un à l'autre. Et là, c'est ça la nouveauté, c'est ce monsieur Olivier Houdet qui a sorti un bouquin très intéressant d'ailleurs qui s'appelle « Notre intelligence n'est pas un algorithme » et qui lui a dit « mais ça suffit pas ce système 1, ce système 2 ». En fait, il y a quelque chose qui permet de passer de l'un à l'autre. C'est un système dit 3, qui est, en fait, en gros, c'est celui que je vous ai cité tout à l'heure. On élabore une solution, on la vérifie par le système 1, le système 2, et éventuellement on l'élimine pour la remplacer par une autre. Et ça, effectivement, ça fait appel à toute une volonté d'éliminer la première solution et de passer à la deuxième. Ça veut dire qu'il faut inhiber notre système heuristique, notre système intuitif, je vais l'appeler comme ça, pour pouvoir passer sur le raisonnement. Et ça ne se fait pas obligatoirement facilement. Donc voilà ce système 3, donc on pourrait l'appeler l'arbitre, si vous voulez. Alors le problème, c'est que ce système, d'abord, pour le faire, pour l'utiliser, il faut le comprendre. C'est un peu le but de cette séance. Il faut le comprendre, il faut l'apprendre, et ensuite, il faut s'y entraîner. Alors, nous, en montagne, on s'entraîne beaucoup en escalade, en ski, en foncier, etc. S'entraîner à décider, ça, c'est plus difficile. Et on n'a pas tellement l'habitude de le faire. Voilà. Donc, il faut s'y entraîner. J'ajouterai juste un point, c'est que, à force de s'entraîner à passer du système 1 intuitif au système 2 raisonnement, méthodique, les méthodes, peu à peu, vont s'engrammer dans le système 1. Et ça, on l'a tous vérifié en pratiquant des méthodes classiques comme, vous savez, la méthode Cristal, là, ou bien la méthode de Munter, etc. À force de pratiquer, on n'a plus besoin d'y faire appel. Elle se fait toute seule. Alors attends, François, oui. on a peut-être des questions parce que Oui, au niveau du système 1 et 2, est-ce que vous avez des questions par rapport justement à ce que, avant qu'on passe à la suite? Est-ce que c'est clair d'abord? Reviens sur les slides précédents, s'il te plaît. Oui. Vous avez des questions? Oui, je voulais savoir s'il y avait des données sur l'efficacité du système 2 par rapport au système 1. Est-ce qu'on sait s'il est plus efficace ou si non? Alors, on ne peut pas parler de cette manière parce qu'en fait, ils ne sont pas indépendants. Tout est imbriqué. Ça, c'est un schéma qui décrit grossièrement notre cerveau est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est donc pour schématiser. On ne peut pas dire qu'on est entièrement dans le 1, puis entièrement dans le 2. Tout se mélange. Ces itérations entre les deux se font en permanence. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un système. Mais on peut dire tout de même une chose, c'est que, a priori, le système 1 est dominant. Surtout dans notre activité, qui a peu de support technique. Alors, l'aviation, la médecine, etc., utilisent, eux, des systèmes 2, mais qui sont extérieurs à la personne humaine. Ce sont des machineries, ce sont des équipages, ce sont des procédures lourdes, ce sont des assistances de l'extérieur. Ça répond à ta question? Ça veut dire quoi, fragile? Alors, fragile, ça veut dire que ce système 1, justement, est sujet, je vais y venir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter ce système 1, qui peuvent également affecter le système 2. Mais le système 2 est plus résistant que le 1. Mais on va y venir là. Voilà, parce que justement, ça me faisait penser qu'il y en avait un qui était plus fort, qui était plus résistant, moins fragile. Oui, le 2 est plus résistant, bien que lui aussi il a ses pièges, mais le 2 il est beaucoup moins performant. Oui, donc simplement un petit complément, c'est plus une remarque. C'est exactement ce qu'il a pensé de Kahneman. Mais Kahneman a produit cet été un livre majeur qui s'appelle Noise,
et en fait qui revisite aussi toutes ces conclusions d'il y a un certain nombre d'années. Et il dit qu'aujourd'hui, l'impact majeur dans cette société en plus qui est hyper bruyante par les réseaux sociaux, la difficulté majeure revient dans le choix de l'information. Et c'est une contribution majeure parce qu'en fait, il a fait beaucoup d'études sur les décisions qui ont été prises par des panels de juges, des panels d'investisseurs, etc. Et il montre qu'il y a un décalage majeur. Et il a fait une conférence là, au mois d'octobre où il était perdu, en fait, sincèrement. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir Kahneman, qui a tellement exploré le cerveau humain, se retrouver à constater que on était dans un monde tellement bruyant que d'arriver à remettre dans les cases système 1, système 2, il avait renoncé en fait à ça. C'est juste une remarque, mais c'est quand même intéressant pour nous de l'entendre. Ok, bon, ça c'est pas une question. Bon, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. De toute façon, je parle de ça très modestement. Je ne suis ni neuroscientifique, ni psychologue professionnel. Ceci étant, notre fonctionnement, si vous l'observez à la lumière de ça, on s'aperçoit bien que ça correspond exactement à ce qu'on fait. Alors voilà, on en arrive aux fragilités. Alors je vais pas développer dessus. Ce sont des mots qui devraient vous parler. Les fragilités, vous voyez, tout ce qui dégrade l'état physique et mental, la fatigue, le stress, les émotions, les sentiments. Bon, tout ça peut dégrader notre appréhension et ça peut toucher les deux systèmes. Les croyances, bon, pareil, je développe pas, mais on entend tellement de choses idiotes du style à tel endroit ça risque rien. Les préoccupations, je vais peut-être un petit peu développer celle-là parce qu'elle illustre bien la chose. La préoccupation, c'est vous avez un sujet qui vous ennuie, un sujet autre que la montagne, des ennuis familiaux, des ennuis d'argent, des ennuis, etc. Et vous savez qu'il faut faire attention à ça, vous partez en montagne, donc vous dites ça, il faut que je mette ça de côté. Alors vous allez le mettre de côté sur le plan rationnel, mais votre inconscient, il continue à y penser. Et ça, vous n'y pouvez strictement rien. Le système 1 va continuer à travailler là-dessus en sous-marin. Voilà. Donc vous voyez, d'où le fait qu'il va dégrader votre système 1. Les comportements déviants, bon, on pourrait en parler, mais je crois que si on peut juste évoquer, dans un comportement déviant, c'est par exemple le professeur qui enseigne, qui se fait bâcher par un élève, et qui, là, dans la classe suivante, va mettre l'élève au tableau et va le déglinguer. Alors, ça peut se reporter sur le métier de guide ou le métier d'accompagnateur, etc. Je crois qu'on peut faire des parallèles. Les biais cognitifs, bon, c'est pareil, je ne vais pas développer. Et puis les pièges heuristiques, vous connaissez tous McCammon, qui a développé ces pièges heuristiques, qui sont des pièges qui, eux, peuvent générer des biais cognitifs. Bon, je ne développe pas trop, on n'a pas trop le temps. L'essentiel, c'est de savoir ça. Alors, qu'est-ce qui va améliorer notre manière de décider, de penser? C'est tout simplement, déjà, le fait de connaître le système et le fait de prendre conscience qu'il faut l'éduquer à ce transfert, à cette capacité d'inhibition, parce que c'est ça la grande nouveauté par rapport à Kahneman, cette capacité d'inhibition d'un système et d'itération pour aller de l'un à l'autre. Et donc, en connaissant bien les deux, et ensuite en s'y entraînant, on peut améliorer, je dis bien améliorer, hein, je n'ai pas la prétention de donner la solution, ça se saurait. Donc voilà, pour conclure, on a 3 points importants. Il est important de comprendre notre fonctionnement, c'est ce qu'on a essayé de faire là. Il est important aussi d'essayer de prendre un peu de distance vis-à-vis de notre comportement sur le moment et de voir comment je me comporte, comment je fais. Et ça peut être très utile. Dans le métier de guide, combien de fois je me suis dit après, moi, si je m'étais mis à l'extérieur de moi-même et que je m'étais dit, là, tu ne devrais pas agir comme ça avec tel client parce que ça va générer une catastrophe. Eh bien, si, ça ne serait pas arrivé, voilà. Alors, catastrophe, pas toujours, mais enfin, ennui après, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Attends, je me permets juste d'intervenir, prie. François, parce que c'est quand même 2 termes qui sont complexes à appréhender. Méta et cognition, donc on est bien d'accord. Cognition, c'est tout ce qui est en relation en fait avec le cerveau et notre relation en fait, l'analyse, la perception, l'analyse, qui nous permet de rentrer en interaction avec l'environnement. Et le méta, c'est le fait de se mettre au-dessus et de prendre du recul. Et donc, comme si on montait sur un escabeau, c'est ce que tu veux dire. Exactement, c'est comme si on se surplombait nous-mêmes. On se regarde faire.
Alors ça aussi, ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend et ça se pratique surtout. Alors, pour y arriver d'ailleurs, il y a le deuxième carré à droite. Donc, il s'agit d'adopter des méthodes vérificatrices. Alors, ce soir, vous allez en découvrir une que l'ENSA met en place, là, et qui est vraiment une très belle initiation à ça. Mais il y en a plein d'autres. Moi, ce que je conseille pour l'exercice du métier de guide, après cette phase initiatique, c'est d'avoir des petites méthodes simples et qu'on va appliquer presque quotidiennement, et si possible d'ailleurs, quand tout se passe bien, en dehors des situations de crise. Ce n'est pas en situation de crise qu'on s'entraîne. Est-ce que tu peux donner un exemple? Oui, prenons par exemple quelque chose que tout le monde connaît. Par exemple, la méthode cristal, là, sur la neige, je pense que maintenant tout le monde la connaît. Cette méthode, si on l'applique régulièrement, y compris quand tout est bon, on va se l'approprier, et peu à peu, elle va devenir quasiment automatique, on n'aura même plus besoin d'y penser. Moi, j'avais vécu ça avec la méthode de Munter il y a fort longtemps, où en fait, au début, ça nous paraissait compliqué, très chiant, très calculateur, et puis au bout d'un moment, en fait, on s'aperçoit que ça se fait tout seul, sans aucun calcul. Mais essayez de vous dire, comment fait un moniteur de ski pour arriver à l'heure à la fin de chaque cours? Demandez-vous comment il fait. C'est très compliqué si vous voulez le faire par le raisonnement. C'est impossible. Combien de temps met le télésiège? Combien il y a de gamins qui vont se casser la gueule et déchausser dans la poudreuse? Bon, on ne peut pas. Et pourtant, les moniteurs sont à l'heure, en général. C'est vrai, il y en a bien parmi vous, là. On est à l'heure, les moniteurs. Vous voyez, j'ai pris un exemple volontairement à l'extérieur. On pourrait dire aussi, quand un client vous demande combien de temps on va mettre pour aller au refuge qui est là-haut, alors que vous n'y êtes jamais allé, généralement, vous allez répondre dans la seconde, « Oh, on va mettre 3h15 » et vous allez mettre 3h15. Si vous voulez faire le calcul, c'est beaucoup plus compliqué. Vous arriverez sans doute au même résultat. Mais la plupart du temps, vous allez y arriver. Ça va? Non? Personne n'est... Bon. Et donc voilà. s'entraîner à décider. Et alors, j'arrive à la fin. Donc ça veut dire, les pilotes, les marins, ont des périodes qu'ils appellent, les militaires, ont des périodes où ils s'entraînent. Un militaire, de toute façon, c'est son boulot. Quand il n'est pas à la guerre, il s'entraîne à décider. Un pilote, il a des simulateurs. Ils font des périodes en simulateur très renouvelées dans lesquelles ils créent des incidents et ils répondent aux incidents. Mais nous, on n'a pas ça. Donc nous, quand est-ce qu'on peut le faire? Quand tout se passe bien et qu'on n'a rien d'autre à faire, à marcher, à rêver, prenons les petites méthodes qu'on connaît et appliquons-les. Et à mon avis, c'est très... Enfin, moi, je sais pas, j'arrive à la fin de mon métier de guide. Je suis très content d'avoir fait ça depuis quelques années. Voilà. Bon, si j'ai qu'un message à passer, je pense qu'il n'y a pas que des guides. Enfin, ça sert à tout. Hein. Voilà. Pour moi, c'est fini. Merci François. À moi qu'il y ait des questions. Est-ce que vous avez on a le droit à une petite question, peut-être? Merci. Bonsoir. Dans les trois systèmes que vous avez exposés tout à l'heure, donc le premier, il est basé sur l'intuition, le deuxième plutôt sur le raisonnement, enfin je dis globalement, hein, et le troisième sur un aller-retour arbitral un peu entre les deux. Pour prendre un cas pratique, comment vous considérez le pilotage météo à distance par des routeurs météo pour des expéditions en Himalaya? Est-ce que vous le metteriez plutôt dans le premier, plutôt dans le second? C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Justement, c'est un système 2 extérieur aux pratiquants. Bon, il n'empêche que le pratiquant, il va prendre en compte le routage qu'on lui envoie souvent à des milliers de kilomètres, mais n'empêche qu'il va rester tout de même maître de sa décision instantanée et quelquefois peut-être aller complètement à l'inverse de ce qu'on lui a dit. C'est pour ça qu'on voit bien que le système 1 reste maître. Attention, malgré tout, c'est là que les pièges, les fragilités dont je parlais tout à l'heure peuvent entrer en jeu. C'est que quelquefois, je sais pas, j'ai un exemple, par exemple, on descend une arête et puis on sait que l'itinéraire va nous faire emprunter un couloir, mais qui n'est pas très engageant, pas très sympa. Et on arrive à ce couloir et les personnes qui sont avec vous vous disent « on ne va pas descendre là, non ». Et vous savez qu'il faut descendre là. N'empêche que vous allez vous laisser entraîner par l'espèce de trouille collective que tout le monde, que vous pouvez partager un peu d'ailleurs. Et vous savez très bien qu'il fallait descendre là, mais vous allez aller voir plus loin. Puis vous allez descendre et vous allez faire une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la fragilité, pour répondre à votre question.
Ouais, je pense que vous y avez déjà un peu répondu justement avec votre dernière réponse. Où est-ce que vous mettez le biais justement d'autrui? Pardon. En fait, vous parlez pas mal de biais qui biais peuvent cognitifs. altérer la décision, la prise de décision. Les autres, comme vous venez de le dire, peuvent en faire partie en grande partie. Où est-ce que vous le mettez justement dans les différentes cases que vous avez énoncées tout à l'heure? Ça peut être soit un biais cognitif, soit ça peut être un piège heuristique. Dans les pièges heuristiques, il y a un truc qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle l'aura de l'expert, qui fait d'ailleurs que souvent il y a des accidents. Quand il y a un ensemble de personnes, dont un expert, un guide par exemple, on s'aperçoit que c'est le guide qui a l'accident. Pourquoi? Parce que lui, y est allé alors que les autres n'y sont pas allés. Et pourquoi il y est allé? Parce qu'il est guide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un piège terrible. On appelle ça l'aura de l'expert. Mais il y en a d'autres, des pièges heuristiques. Vous devez peut-être en connaître. Il y a par exemple la situation sociale. On a beaucoup étudié chez les pilotes, par exemple, par exemple de Corée, où un copilote n'aurait jamais osé dire quoi que ce soit au pilote, parce que hiérarchiquement, il était au-dessus. Mais ça existe chez nous aussi. Moi, je me souviens d'un truc, j'ai le temps? Juste un petit truc. On fait du ski en Norvège. On part sur des bateaux, et là, il faut un guide, obligatoirement. Donc, les gens sont obligés de prendre un guide. Et une fois, j'avais vu un monsieur, milliardaire, quand je lui ai serré la main c'était Stockholm, ou je ne sais plus où, à l'étape, je me suis dit, ça ne pourra pas coller avec ce monsieur-là. Sa poignée de main était pour moi un signal, toi, tu ne vas pas m'emmerder. Moi, j'ai l'habitude de commander 10 000 personnes. Ce n'est pas un petit guide de rien du tout qui va... Et j'ai tout de suite senti qu'avec ce bonhomme-là, ça ne pouvait pas coller. Alors, je l'ai confié à mon copain, avec qui je travaillais. Il faut savoir être courageux quand on est guide. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Il avait 25 ans de moins. Non, François. 25 ans de moins. Et ça a marché. Voilà, merci François. Non. Je vous demanderai d'applaudir monsieur François Leray, s'il vous plaît. Merci François. C'est difficile, mais bon, je sentais qu'on était parti là. Alors du coup, on a compris que c'est difficile. Donc effectivement, la modélisation, les paramètres, les systèmes 1, 2, la science du comportement, les neurosciences, ça commence à en faire. Alors bon, Alexis, sauve-nous. Non, je plaisante. Alexis, parle-nous s'il te plaît de l'outil Guidos. Donc Alexis Malon, s'il vous plaît. Alors avant, je vais finir l'histoire que j'avais commencé tout à l'heure. Bon, d'accord. Mais merci de suivre. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, l'évolution un peu des formations. On revient là-dessus. Et puis, en fait, il est arrivé un truc en 2020. Donc, il n'a rien à voir avec le reste. Mais en fait, ça nous a bloqués. Ça nous a empêchés de sortir. Et du coup, on était tous les instructeurs là avec pas grand-chose à faire puisqu'on ne pouvait pas aller sur le terrain. Et du coup, on a remis à plat l'ensemble de nos apprentissages au niveau de la gestion des risques. Donc on avait un fascicule qui faisait un certain nombre de pages. Et puis on a fait un sondage entre nous en disant, voilà, qu'est-ce que tu utilises et pourquoi? Et qu'est-ce que tu n'utilises pas et pourquoi? D'accord? Qu'est-ce qui, de ton point de vue, fonctionne et dans l'enseignement et sur le terrain? Bref, quelques mois plus tard, on a essayé d'extraire un petit peu tout ce qui nous paraissait important, et notamment ce qu'on avait dans le ventre, nos ressentis, et on est arrivé sur une forme un petit peu qui intègre un petit peu tous les paramètres de la décision. Donc on a parlé situation, dynamique complexe, on a parlé du fonctionnement de la pensée, etc. Et on est arrivé, in fine, à intégrer tout ça. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un autre truc qu'on a mis dedans, c'est de se dire, le guide sur le terrain, il n'est pas tout seul. Il a des clients. Et les clients, ils ont un cerveau. Si. Et on peut s'en servir. Et non seulement on peut s'en servir, mais ça va nous servir énormément dans certaines situations ultra complexes où en fait il y a tellement de paramètres à gérer, il y a tellement de pression, qu'au bout d'un moment, le guide, il a beau être presque Dieu, il va être en butée mécanique et ça va plus marcher là-dedans. D'accord? Donc François, il a dit, oui, ça fonctionne bien, système 1, système 2, puis il y a des fois, ça fonctionne moins bien. D'accord? Donc on a intégré aussi une notion d'interaction avec le client, d'interaction avec les compagnons. Ça veut dire, oui, on peut décider, mais si c'est cohérent avec les gens qui m'accompagnent.
D'accord ? Donc on passe sur une nouvelle boîte qu'on va appeler système guide. Et là, on va travailler sur la décision et on va mettre l'humain vraiment au cœur de nos attentions. D'accord ? Donc, rapidement, avant de passer sur l'outil, d'accord, entre le courage, l'héroïsme, l'excellence technique, la gestion des risques qui étaient des étapes essentielles dans notre culture et dans notre progression, aujourd'hui, on arrive à essayer d'intégrer un petit peu tout ça et justement à mettre ces notions de collégialité et de partage avec les autres dans un souci de sécurité. D'accord ? Tout seul, dans certaines situations, c'est compliqué. C'est voire même impossible. Trop de pression. D'accord ? Donc c'est capitalisation des connaissances et intégration dans cette dernière partie de la formation avec l'outil. C'est ça, absolument. Donc on va... Voilà, c'est 2020. Ça fait 1 an et demi qu'on teste cet apprentissage de la décision et qu'on va vous présenter maintenant dans les grandes lignes. Merci Hervé. Alexis. Donc, comme l'a dit Hervé, en fait, ce qui nous a intéressé, on était un groupe de 12 profs pendant le confinement et on héritait d'une certaine tradition de fiches qu'on mettait à disposition des stagiaires, etc., basé sur le modèle logique du 3x3, donc très cohérent, avec 3 moments pour décider, le fait de regarder des observables extérieurs très importantes que sont le terrain, la niveau météo, etc., etc. Et puis on a voulu poser dans nos apprentissages de la prise de risque un certain nombre de fondamentaux qui doivent se retrouver tout au long du cursus du guide. Donc il y a 6 stages en fait, 4 pour devenir aspirant guide, 2 pour être guide. Et l'idée c'était de mettre en place un outil qui puisse être d'une part progressif et qu'on puisse utiliser à tous les stades de la formation, quelle que soit l'activité considérée, que ce soit l'hiver ou l'été. On a fait la part belle depuis, je dirais, Munter et l'arrivée du 3x3 à tout ce qui était observable, extérieur, que l'on se doit de prendre en compte de la manière la plus juste possible. Donc c'est la déclivité du terrain, c'est pour le risque hivernal, le degré de bulletin d'avalanche et toutes les spécificités de la situation avalancheuse, etc., etc. Donc ces observables-là, ok, il fallait qu'elles y soient. Ce qui nous intéressait également, c'était de prendre en compte les sentiments de la personne qui prend la décision. Donc comme l'a dit Hervé, non seulement les sentiments de la personne qui prend la décision, mais également les sentiments des personnes qui accompagnent la personne qui prend la décision. Ce qui est compliqué dans ce métier de guide, ou dans le fait d'être le leader d'un groupe, c'est que même si vous co-construisez la décision à plusieurs, au final, il y en a un qui est responsable pour tout le groupe. Et chez les guides, ça s'assortit d'un contrat moral qui, en cas de problème, d'accident grave, peut vous mener devant les tribunaux. Il fallait donc prendre en compte le ressenti des observables, les interactions donc avec les compagnons, on l'a dit, et la grande conclusion de ce qu'on cherche à faire, c'est que la décision, quand on a réussi à la prendre, qu'elle soit cohérente. C'est-à-dire que justement, si ça se passe mal, qu'on soit à même de pouvoir expliquer pourquoi on a pris cette décision, et que c'est quelque chose qui doit être cohérent et par rapport aux compagnons qu'on a ce jour-là, aux clients qu'on a ce jour-là si on est guide, et par rapport à la situation, aux observables. Le but, en fait, de l'apprentissage de la prise de décision, c'est de permettre aux futurs pros, et l'ENSA est un très bon endroit pour s'entraîner à décider, ce que disait François, c'est donc de permettre aux futurs pros d'être capables, toujours, lorsqu'ils décident de continuer à s'avancer dans sa randonnée, son excursion, son escalade, son ascension, sa course, etc., donc à chaque fois d'être maître de la situation, c'est-à-dire d'éviter de se retrouver en situation où on va faire un pari, du style « je ne sais pas si la pente peut partir, mais on verra bien ». Et c'est ce « on verra bien »
qu'on cherche à gommer le plus possible dans le vocabulaire de nos stagiaires et dans le nôtre également. Du coup, qu'est-ce qu'on voulait? Au fur et à mesure de nos réflexions, on a dit, en fait, il n'y a pas deux situations en alpinisme qui soient semblables. Donc, à chaque fois, n'importe quelle situation devrait pouvoir être appréhendée par cet outil-là dans toute sa dimension. Une deuxième chose qu'on a assumée, c'est qu'auparavant, pendant, je dirais, une bonne vingtaine, trentaine d'années, on a décidé d'optimiser la gestion du risque, c'est-à-dire de vouloir réduire le risque le plus possible, et même de parfois définir des situations où il n'y a pas de risque. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était une illusion, que le risque résiduel existe toujours, qu'on est toujours capable de se tromper, et donc qu'il fallait à minima assumer le fait de prendre des risques. Et donc le dire aux clients qui sont avec nous. Et c'est donc une des premières choses sur lesquelles on est revenu par rapport à la période qui précédait, c'était de dire l'activité de montagne est une activité dangereuse par essence, il reste un risque que l'on assume, que l'on veut bien expliquer aux clients. Le risque que l'on va prendre avec tel client sera cohérent avec ce client, son expérience, sa demande. Avec tel autre, on pourra en prendre un différent, mais l'idée est bien toujours qu'un risque existe. Donc on a dit éviter de faire un pari. Et en fait, sur le terrain, on articule à chaque fois notre prise de décision entre deux choses. Ce que l'on voit, ce que l'on observe, ce que l'on entend et ce que l'on ressent. Et la grande clé dans l'apprentissage, en fait, c'est comme dans n'importe quel apprentissage, c'est de prendre le temps de faire les choses. Et ça va à l'encontre aussi d'un certain état d'esprit qu'on a eu beaucoup à l'école, où il s'agissait de faire les choses le plus vite possible. Et en fait, vitesse et apprentissage ne font pas bon ménage. Ça veut dire que pour nos aspirants guides, notamment ceux qui sont en début de formation, il est absolument impératif de leur laisser le temps d'apprendre à décider. Parce que ça n'est pas du tout naturel et parce que c'est lourd de conséquences. Dans le 3x3 de Bunter, tout le monde connaît l'avant, je dirais, et le pendant. La préparation à la maison, le check le matin quand on y est, au départ de la course, et puis en chacun des points clés, on va revérifier son plan, vérifier qu'on peut toujours continuer, etc., etc. Un moment qu'on a rajouté, nous, derrière, quand je dis nous, c'est la communauté des guides, je dirais même la communauté des alpinistes, c'est l'après. Donc ça fait référence à un certain nombre de questions qui ont été posées, à savoir, qu'est-ce que je fais de l'expérience que j'ai capitalisée sur le terrain? Qu'est-ce que je fais des belles choses que j'ai faites? Qu'est-ce que je fais aussi des erreurs que j'ai faites? Est-ce que je peux revenir dessus? Est-ce que j'ai des outils qui me permettent de capitaliser sur cette expérience-là? D'accord? Avoir de l'expérience, c'est pas vivre des choses, c'est analyser ce qu'on a fait et pour pouvoir s'en resservir plus tard. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Du coup, au fur et à mesure, on a bâti un outil. Donc c'est Hervé, si tu veux bien reprendre un petit peu ce qu'on a dit. Et on va vous le faire passer en même temps. Ouais. Donc je résume un petit peu. Donc c'est un outil d'enseignement pour s'entraîner à décider, qui prend en compte l'interne, l'externe, donc ce qu'on voit, ce qu'on ressent, qui interroge l'ensemble des personnes du groupe. Donc il y a des notions de partage, il y a des notions de cohérence et il y a des notions de maîtrise. Ok ? Et tout ça, c'est mis en forme sur la carte que vous êtes... tu peux zapper sur la photo d'après ? Sur la carte que vous êtes en train de recevoir. Donc vous avez deux versants, d'accord ? Et on va commencer par ce versant-là. Alors, donc là vous avez un versant, puis vous avez un autre côté, on en parlera un peu plus tard. Ok, ça c'est l'autre versant, et on commence par le premier. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on voit là ? Déjà, ce qui est central, je prends le temps. Ça, c'est la base. Alors, si je suis avant, je vais prendre le temps de préparer, etc. Mais déjà, ça, c'est central. Prendre la décision, ça demande un minimum de temps. Mais du temps pour faire quoi? Pour comparer un petit peu ce que je ressens. Je vais revenir un petit peu en détail. Et ce que je vois, on va le voir tout à l'heure, ça s'appelle le diagnostic, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Donc c'est de l'autre côté. Et en fait, c'est danger, conséquence, risque.
D'accord ? Donc on va comparer les deux. Donc dans le ressenti, comment se sent-on ? Détendu, méfiant, alerté, piégé. Ça, c'est mon sentiment propre. Ou le sentiment de mes compagnons. Et ça interroge quel type de notion ? La confiance en soi et en les autres. Les pressions, alors personnelles ou externes, c'est-à-dire est-ce que je me sens obligé de faire les choses ? D'accord ? Et ça, quand on est guide et qu'on a soit un certain type de client, soit un certain type de contexte ou de projet, eh ben c'est des leviers extrêmement puissants. Un exemple tout simple, c'est vous devez aller à la voie normale du Mont Blanc, vous êtes obligé de traverser le couloir du goûter. C'est une pression. Et les émotions de base, que sont peur, colère, tristesse et joie, d'accord ? C'est en fait dans quel état je me sens ici et maintenant, d'accord ? Et tout ça, on va interroger, est-ce que c'est cohérent, acceptable pour moi et pour les autres ? Est-ce que j'ai un doute ? Ça roule ? Donc là, c'est vraiment, on va aller chercher, puisque François tout à l'heure, il nous a dit qu'il y avait des choses qui étaient spontanées, de l'instinct, de l'intuition, d'accord ? Donc en fait, c'est un premier signal qu'on va ressentir, et ça, c'est basé sur l'expérience. Donc si ce signal est là, c'est qu'il existe, c'est qu'il est vrai, et donc du tout, j'en tiens compte. Et on en tient compte pour comparer ce qu'on ressent avec la situation qu'on a analysée. D'accord ? Donc on va y venir peut-être tout de suite sur la situation qu'on a analysée, de manière à ce que vous voyez à quels observables on fait référence. Alors, quand on parle dans une optique ingénierie de risque, gérer le risque, on parle en fait de croiser les dangers potentiels avec leurs conséquences potentielles. Et en fait, c'est les dangers et les conséquences croisées qui créent le risque. D'accord ? Au niveau des dangers, entre profs, on a repéré rapidement 5 grandes familles qui revenaient toujours dans nos discussions à partir du moment où on a essayé de classer les choses. Et parce qu'à un moment donné, pour faire un outil avec nos stagiaires, il faut bien arriver à quelque chose de palpable et sur lesquels les amener en priorité. Vous savez que ce qui distingue un expert d'un débutant, ça n'est pas tant le nombre d'informations qu'il peut prendre sur ce système-là, François disait 5 ou 6 maximum, mais c'est surtout la pertinence de ces canaux d'information qui va être importante. Or, à nous, il nous a semblé que les choses les plus importantes à chaque fois, dans chaque situation, étaient les 5 qui sont listés sur la gauche, à savoir le terrain, la météo, la fatigue et l'aisance du groupe, la gestion du temps et la fréquentation du lieu. Le terrain, c'est quoi ? Eh ben, c'est est-ce qu'il y a des chutes de pierre ? Est-ce qu'il y a un dévissage possible ? Ça, c'est rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. La chute concerne une majorité d'accidents. Okay ? Est-ce qu'il y a d'autres dangers qui sont liés au terrain ? Comme vous pouvez le voir, on a mis le petit cristal de la méthode cristal d'Alain Duclos. Ceux qui connaissent cette méthode sauront de quoi je parle. Ça, c'est les principaux indicateurs qui nous servent à évaluer un danger d'avalanche. La pente à plus de 30 degrés, les couches fragiles persistantes, les surcharges nouvelles, etc., etc. Et là, donc, ça se situe entre le terrain et la météo. La météo, évidemment, il fait beau, il fait pas beau, il y a du vent, il n'y a pas de vent, il fait froid, il fait chaud, et ainsi de suite. Okay ? La fatigue et l'aisance. C'est important de connaître dans son groupe si un des participants, moi-même, je suis fatigué, ou je peux encore me plaindre, j'ai encore la force de me plaindre, ou j'ai même plus la force de me plaindre. D'accord ? La gestion du temps, à savoir, est-ce que je suis à l'heure ? Est-ce que je suis en avance ? Est-ce que je suis en retard ? Si je suis en avance, est-ce que je suis allé trop vite ? Est-ce que du coup mes clients ils sont fatigués ? Okay ? Est-ce que ça a une importance ou est-ce que ça n'en a pas ? À l'heure actuelle, on est au mois de janvier, la neige est froide, qu'on parte à 8h, à 9h, à 10h, c'est pas grave. Au mois de mars, ça va avoir une importance sensible et on sera à 10 minutes près pour ce qui est la pente, on va dire, à la bonne heure. Okay ? La fréquentation, désert ou bondé, ça peut être un plus comme un moins. Si je fais la vallée blanche, je suis tout content qu'il y ait un groupe derrière moi. Si dans mon groupe, il y a un skieur qui perd un ski, le ski tombe dans une crevasse, je suis tout content de voir un guide arriver ou un leader arriver par au-dessus, sortir sa corde et aller pêcher le ski qui me manque.
Par contre, si j'ai la même situation dans une pente a priori relativement critique, que j'ai déjà commencé à descendre avec mon groupe, et qu'il y a un autre groupe qui se pointe à l'entrée de ma pente, là-haut, eh ben ça, pour le coup, ça devient super critique pour moi. D'accord ? Parce que ça rajoute du risque par rapport à ce que j'avais déjà imaginé et par rapport à ce que je vis. Ok ? J'en profite pour dire que cette méthode ne donne pas de score, ne donne pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Puisqu'à chaque fois, on va essayer d'analyser la situation et d'en tirer un diagnostic qui colle au mieux à la situation. Et ensuite, on prendra sa décision aussi en fonction de son ressenti. Mais donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On élève simplement le niveau d'exigence en disant « tu as bien fait attention à toutes les observables extérieures, tu as bien fait attention aussi à ton ressenti. » Ok ? Donc voilà pour les différents dangers auxquels on s'est intéressé. Et sur ces différents dangers, à chaque fois, ce qui va nous intéresser, c'est globalement, c'est bénin ou c'est mortel, si je schématise. Ma chute, si c'est dans 30 cm de poudreuse, eh ben, il tombe sur les fesses et il se fait pas mal. Ou bien, si c'est dans un couloir à 30 degrés, mais qui est béton armé, avec une barre de rocher en bas, ben, c'est sûr que ça se termine très très mal. Donc en fait, pour chacun de mes dangers analysés, je vais avoir des conséquences potentielles différentes. Et ça, à la fin, une fois que j'ai analysé ça, ça me donne 4 types de situations qui va de plutôt sûr, c'est-à-dire soit la situation elle est peu risquée, soit et ou l'accident est improbable. Et on va évidemment sur des situations qui sont de plus en plus marquées en termes de prise de risque. On passe par la situation qui est suspecte, c'est-à-dire qu'il y a un risque, mais qu'on peut éviter. On bien a analysé qu'il y a un risque, mais on peut facilement l'éviter. Okay ? Ou bien l'accident est peu probable, c'est-à-dire qu'on doit se confronter au risque, mais on a une bonne maîtrise de la situation, il y a peu de probabilité que ça se produise. À une situation qui est critique, à savoir que là, on ne peut pas échapper, c'est un risque ponctuel inévitable. Okay ? La traversée du couloir du goûter fait partie de ce genre de situation. Si on doit aller au Mont Blanc, pas de problème, il faut juste traverser ces 50 mètres. Là, c'est la dernière situation, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir arriver. C'est-à-dire que si le guide ou si le leader arrive à analyser une situation où globalement le risque est généralisé et inévitable, on n'est plus dans la bonne case. Et donc, il faut tout faire pour éviter de se retrouver dans cette situation. Du coup, ici, j'ai déduit de mes observables une certaine criticité de la situation. Et donc, là maintenant, je peux commencer mon analyse. D'accord ? Donc on en est là, on a une criticité à droite, c'est la situation, ce que j'ai vu, ce que je peux pointer du doigt, ce que je peux montrer aux autres. Tu vois là-bas, la corniche, là la pente, là le machin. D'accord ? Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut mutualiser en fait. Okay ? De l'autre côté, on a le ressenti, l'interne, et puis ce qu'on demande là c'est de dire, bon alors entre les deux là, est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas ? Donc je peux très bien avoir la trouille et dire non mais là franchement je le sens pas. Et donc, dans le cadre d'un apprentissage de la décision avec les stagiaires, on va dire, mais pourquoi ? Donc, montre-moi, avec ton doigt, les observables qui te permettent de dire que, voilà. Donc, on cherche cette cohérence. Ensuite, on s'interroge sur les solutions pour me sentir en sécurité. Et là, il y a la voie, les interactions, il y a les déplacements, et il y a la protection. D'accord ? Donc, parfois, simplement en donnant une consigne, je vais augmenter le niveau de sécurité. Parfois, je n'ai pas le choix d'avoir autre chose que la voie. Peut-être que ça va être en mettant un friend, d'accord ? Ou simplement en se déplaçant d'une manière plus rapidement. Ça, c'est juste des thématiques à identifier pour travailler un petit peu sur le terrain. Et ensuite, on propose 2 solutions. La première, c'est je poursuis parce que je pense avoir la maîtrise de la situation. Donc là, on a bien pesé les mots. Donc il ne s'agit pas de justifier ce qu'on fait, il s'agit d'être bien sûr que si on poursuit,
c'est qu'on peut s'expliquer et qu'on peut garder la maîtrise de la situation, ou au moins on le pense. Hein. Et je renonce car c'est la seule solution pour me sentir en sécurité. Alors en fait, quand on pense à toutes les situations à laquelle on a été confronté, etc., auxquelles on a été confronté, et le nombre de fois où on s'est dit bon, c'est passé. D'accord ? Je pense que tous les pratiquants ici ont vécu au moins une fois dans leur vie une situation où on s'est dit ouais, là, quand même, c'était un peu chaud. Et bien ça, on aimerait éviter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si je poursuis, si je m'engage dans le passage, j'estime que j'ai mis en œuvre et j'ai mis en place un minimum de moyens pour me sentir, pour avoir la maîtrise de la situation. Donc voilà en gros ce qu'on propose aujourd'hui en termes d'enseignement de la décision. Ça c'est le versant principal. Le but c'est de plus s'en servir à la fin, mais c'est d'automatiser en fait ce processus qui consiste, je me répète un petit peu mais c'est pour résumer, de faire un diagnostic, ce qu'on fait depuis des années, mais aussi d'interroger ce que je ressens et comment je me sens. Et ensuite, on va essayer de trouver la solution technique qui me paraît la plus cohérente, ici et maintenant, avec ces gens-là. Merci. Sur les dangers, il y en a toujours que vous oubliez, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas affichés. Et puis sur les... Je ne sais plus. Je trouve que la résolution est très subjective. Et de toute façon, elle ne peut pas être objective. Et donc, nous sommes des hommes, des humains. C'est très juste. Et on est tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que gérer le risque, c'était une affaire de système expert. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les émotions, la plupart du temps, président à nos prises de décision. Ce qu'on veut éviter, c'est de se retrouver dans des accidents très graves, multivictimes par exemple, où justement, on n'a pas pris le temps d'interroger suffisamment soit son ressenti, soit la situation. On ne dit pas que cette méthode va permettre de ne plus avoir d'accidents. On dit juste que c'est une autre manière d'apprendre à décider. C'est-à-dire que pour la première fois à l'école, et je pense que là, il n'y a pas un prof qui me contredira, on laisse le temps aux stagiaires d'apprendre à décider. On ne sait pas si ça va marcher. Mais ce qui est certain, c'est que le système expert tel qu'il est vendu sur les méthodes probabilistes, etc., ça ne marche pas. Parce que ça n'est pas appliqué et pas applicable. Comme tu l'as dit, on est des hommes. D'autres questions ? Oui, bonsoir et merci. Merci pour la nouvelle boîte à outils qu'on mettra en application aussi vite que possible. Moi, les plus grosses conneries que j'ai fait en montagne, heureusement sans gravité, c'est quand j'étais complètement pris par mon système 1. Quand j'étais déjà dans ce que vous appelez le piégé. Et donc là, j'ai beau avoir toutes les boîtes à outils du monde, si je suis en mode piégé, j'irai automatiquement sur mode 1, je ne vais même pas réfléchir une seconde, et c'est là où j'ai fait des grosses bêtises, heureusement sans gravité. Donc un peu ma question, donc je me suis mis par exemple sur mes skis, on fait beaucoup de ski de rando, ben voilà, un petit peu des alarmes, on a l'autocollant cristal, etc. sur les spatules, pour essayer de se rappeler à tout moment, mais voilà, il revient sur le système 2, prend ce moment de prendre le temps pour décider. Le problème, c'est si on est vraiment piégé, émotionnellement, on n'active aucun de ces systèmes. Donc, c'est quoi votre truc, peut-être, pour juste penser à prendre une seconde pour activer cette nouvelle boîte à outils que vous nous offrez aujourd'hui ? Eh bien là-dessus, je pense qu'il faut miser sur les compagnons ou sur les clients. Le compagnon, si je suis leader, il peut me servir de double check, à condition qu'on ait un minimum d'éducation sur ce qu'il faut voir, ou ce qu'il faut pointer du doigt, ou ce qu'il faut dire. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance, il a quand même un cerveau, des émotions, enfin je veux dire, il vit les choses, quoi. Et il peut très bien alerter le leader
en disant « là, moi, je le sens pas ». D'accord. Mais du coup, rien qu'en posant cette question, en autorisant l'autre à s'exprimer de manière un peu sincère, ça va permettre de refaire le diag pour s'expliquer, en fait, pour réaligner et se remettre dans la même histoire. Donc en fait, il y a la partie diagnostic, il y a la partie décision, mais il y a surtout la partie les autres. Le premier item qu'on a mis dans les solutions, c'est les interactions. Ça veut dire la manière que j'ai de m'adresser à l'autre dans un contexte à risque, en fait. Et donc, il faut être un peu honnête. Et il faut être un peu sincère. Et il faut être un peu humble, forcément. Puisque dire que j'ai peur, c'est pas facile. OK ? Et donc, nous, ce qu'on mise, c'est sur l'honnêteté des pratiquants, en disant que, bon, il y a un moment, il faut se dire les choses. Si je suis en haut d'un couloir, que j'ai vu qu'il y a 40 de neige, il y a 40 de pente, et il n'y a pas de rocher pour se protéger, c'est critique. Le risque, l'accident, il est probable. C'est inévitable. Alors, c'est ponctuel, ça fait que 100 mètres. Mais bon, autant se dire les choses. Soyons honnêtes. Donc, c'est là-dessus qu'on mise, en fait. Non, j'étais justement sur cette question-là des interactions. Parce que la méthode, elle est intéressante, bien sûr. Vous avez fait un super travail, bravo. Comment on régule l'interaction avec le client pour le faire rentrer dans la méthode à sa juste place, sans que ça, en termes de leadership finalement de la sortie, le guide doit conserver la maîtrise de la décision. Et je trouve ça assez subtil en fait. Et j'aimerais bien que vous donniez un peu des pistes de vos réflexions sur comment vous allez bâtir ces interactions au-delà des intentions qui sont louables. Alors, je vais prendre un biais pour te répondre. C'est en fait, par exemple, quand on fait un briefing, d'accord ? On peut le faire de manière descendante. Bon alors, je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Petit A, on va partir de là, on va aller là, et on va faire comme ça. J'exagère un peu. Et puis il y a le briefing montant, où d'abord, on va interroger la personne sur comment elle se sent, dans quel état d'esprit elle est, ou ce genre de choses, où on va récupérer de l'info, d'accord ? Et après, on va compléter, puisqu'on est leader, expert, machin, on va apporter juste les besoins de la personne. Mais si j'écoute pas d'abord, il n'y a pas de communication. Donc en fait, ça réinterroge un petit peu toute autre manière de faire en termes d'interaction avec les autres. D'accord ? Et donc, simplement, on oublie l'outil, on oublie la carte. Simplement, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens ? Ça suffit. C'est 2 repères de base en disant, bon, voilà, tu es devant une montagne, alors, qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors, tu vois, là, en fait, il faut voir ça parce que blablabla, etc. Et en fait, ça me sert à verbaliser les choses. Ça me sert à refaire tout ça. Et donc, du coup, nous, on pense que ça peut nous servir de double check. OK ? C'est l'idée. Après, on est au début, hein, donc on a plein de choses à apprendre encore, notamment au niveau des émotions. On n'est pas bon. Alors, je voudrais juste intervenir pour dire qu'il y a à mon sens, il y a plusieurs cas de figure, suivant qu'on est avec un seul client ou avec un groupe. Et la pression du groupe, c'est beaucoup plus subtil. Tu parlais d'accord, moi je parlerai aussi d'intelligence collective, enfin on emploie les mots qu'on veut, mais après aussi tout dépend de la situation. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que ça se fait au refuge? Puis il y a aussi la connexion avec les autres guides et tout ce qu'on pense d'une situation complexe avant de partir. Est-ce qu'on prend une décision collective entre guides? On n'y va pas. Ou si on fait demi-tour, il faut pouvoir le justifier. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que y a des points de non-retour, il y a des points où on s'est tellement avancé parce que le groupe a fait pression. C'est comme celui qui attend le bus n'arrive pas et dit finalement je rentre ou je continue à attendre. Enfin là, en l'occurrence, c'est pas attendre, c'est continuer. Et finalement, donc peut-être la situation piégeuse. Mais voilà, par rapport au groupe, ce que je voulais dire, c'est que on a quand même tout intérêt, comme tu viens de le dire très très bien, à expliquer pour avoir l'adhésion. Parce que si on a l'adhésion, on ira beaucoup plus loin tous ensemble, et notamment dans des situations tendues. Pour compléter un peu ce que tu dis, Nathalie,
le schéma classique, quand on est à Cogne, par exemple, pour faire de la cascade de glace, et que tout le monde se regarde en chien de faïence au parking pour essayer de partir le plus vite possible vers la cascade, ça, c'est pas vraiment le schéma à développer. C'est mieux justement de prendre le temps et de demander aux autres groupes « et toi, tu vas où ? Et toi, tu fais quoi ?» de manière à pouvoir se répartir sur les sites. Et ça, c'est des choses qu'on essaye d'apprendre. Mais encore une fois, ça, on en est au début. Et l'idée, justement, c'est de se dire, tiens, si on essayait à plusieurs de se partager la montagne et donc la décision pour avoir des situations plus saines. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur les 2 dernières interventions. Ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que vous racontez que vous avez vécu des situations critiques. Et en fait, il faut tout de même bien voir que la compétence qu'on acquiert, elle est bien sûr basée sur notre formation, elle est basée beaucoup sur notre expérience. Et quand je parlais tout à l'heure des méthodes réflexives, on parle beaucoup de rétex. Les rétex se font beaucoup dans d'autres domaines. On voit bien dans l'aviation, dans les secours. Les gens font du rétex puisqu'ils ont affaire à des domaines très techniques. Mais en revanche, nous, ce qui est très intéressant, c'est pas le rétex au plan collectif en général, comme disait Maud. Les accidents, ils sont uniques pratiquement. Mais en fait, c'est le rétex personnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vécu une situation critique, l'effort que vous allez faire de faire votre propre rétex, c'est-à-dire analyser ce que vous avez fait, si on le fait toute sa vie, je pense qu'on ne peut qu'enrichir notre bagage. Puis après, pour rejoindre ce que dit Alexis, on n'est que des humains, donc on va malgré tout ne faire que limiter les risques. On ne sera jamais au risque zéro. Enfin, c'est bien de les limiter déjà. Enfin, une remarque plus qu'une question. En fait, je trouve qu'on est sur un choix un peu binaire de j'y vais pas par rapport à un risque. Et j'ai l'impression qu'on en oublie la notion qui est super importante dans la prise d'une décision, qui est la notion de plaisir. Donc, parce que parfois on peut y aller, il n'y a pas de risque, mais ça se trouve, je ne vais pas me faire plaisir. Et donc, voilà, c'était un petit commentaire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer dans comment prendre une bonne décision pour qu'elle soit à la fois pas risquée, puis à la fois qu'elle nous fasse plaisir, puis qu'elle fasse plaisir à tout le groupe? En fait, je pense que ici, dans joie, je pense qu'on peut mettre ce que tu dis là-dedans. Ça veut dire qu'à partir du moment que je me sens, je sais pas, euphorique d'une certaine situation, ou un petit peu moins, on va dire, parce qu'il y a de la bonne neige, etc., ben, c'est simplement que je sais que ça m'arrive, et je m'interroge par rapport à ça aussi. Ça veut dire, en fait, est-ce que je ne suis pas en train d'aller trop loin? D'accord? Quand on interroge ses émotions, et si tu es face à un groupe, tu vois, qui a vraiment la grosse patate et qui veut y aller, ben, ces mecs-là, ils sont là, et toi, peut-être que ça t'alerte. D'accord? C'est quel sentiment ça te procure. Mais ça peut te procurer aussi un certain bien-être. Très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas se mettre dans des situations où on n'arrive plus à rien gérer et de se faire surprendre parce que, en fait, on n'a rien vu parce qu'on était préoccupé par autre chose. D'accord? Donc, à partir du moment qu'on arrive à nommer les choses, a priori, on a posé les choses sur la table et on les rend collégiales, on discute, on les débat. Pour compléter la réponse d'Hervé, par rapport à ce que tu dis qui est essentiel, la notion de plaisir, il faut que ça ait quand même encore du sens. C'est-à-dire que, ok, j'ai envie d'aller skier cette pente, ça me fait plaisir. On l'a encore vécu tout au long de la semaine dernière avec nos stagiaires en ski de montagne. Et eux, ils arrivent d'une culture amateur qui est très forte, c'est leur premier stage, et donc leur idée, c'est, voilà, si on peut skier, si on peut encore faire des croix, même en stage, si on peut skier des choses très raides, histoire de se faire plaisir, c'est formidable. D'accord, les stagiaires? En plus, ils sont obligés parce qu'ils n'ont pas fini leur stage, donc c'est compliqué pour eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de plaisir, il faut interroger aussi la notion de plaisir chez tes compagnons. Parce que si tu es le seul à te faire plaisir dans cette pente-là et que tes compagnons, par contre, ils sont pétrifiés de trouille, là, il y a une question existentielle qui se pose. Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller skier cette pente où tu es le seul à aller te faire plaisir? Et même, quand bien même tu es le seul à te faire plaisir, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? D'accord? Et à contrario, comme tu le disais, il n'y a aucun risque, mais je ne me fais pas du tout plaisir, mais quel est l'intérêt d'aller là-bas alors? Et au final, tu t'apercevras que la question, c'est quand même d'y aller ou pas.
Moi, je vais un petit peu m'écarter de l'outil, et c'était pour dire que c'est un bel outil et le remettre dans le contexte juridique et de la société. Du coup, c'est un outil d'aide de prise à la décision, et on a dit que la décision, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision. Sauf que la société, s'il y a un accident, elle va quand même émettre un avis sur ces décisions qu'on va prendre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des limites à faire des outils de prise de décision tant que la société n'acceptera pas les risques de notre pratique dans l'alpinisme? Je suis bien placé pour répondre, puisque j'ai eu un accident et que je suis passé devant un juge 2 fois. Ce que la société reproche aux gens qui ont eu un accident en montagne, c'est que la décision ne soit pas cohérente, logique et mesurée. C'est-à-dire qu'on a le droit de prendre des risques en montagne, on a le droit d'emmener des gens faire des choses, à condition que le risque que l'on fait courir à ces gens-là et que l'on prend avec eux est cohérent, logique et mesuré. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions de savoir si on a le droit d'exposer des débutants à un danger énorme de chute de sérac. Ça, la société ne l'accepte plus. En Italie, le fait d'aller par risque 4 et de prendre une avalanche sur la courge n'est plus accepté. Parce que le risque est maximal et qu'on vous taxe automatiquement d'imprudent. Donc cet outil-là, il ne donne pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il permet par contre de donner de la cohérence à vos choix. C'est-à-dire que vous savez exactement pourquoi vous y êtes allé ou pourquoi vous n'y êtes pas allé. Ça vous permet de creuser en fait l'ensemble des raisons qui vous feront dire après, eh ben j'ai décidé d'aller faire ceci parce que ceci, ceci et cela. Et pas, ouais, je le sentais pas si mal. Et de toute façon, j'étais coincé, je pouvais pas remonter. Dans les retours d'accidents, est-ce que l'on sait dans quel état d'esprit étaient les guides dans une situation sûre, suspecte, critique ou hasardeuse? Est-ce qu'on sait dans quelle situation ils se sentaient au moment où l'accident est survenu? Difficile à dire. Difficile à dire. Il y a des accidents qu'on a en tête, notamment, où justement le guide explique par A plus B à ses clients et aux gens du refuge la criticité de la situation. En disant, ben là, voilà, c'est compliqué, le risque d'avalanche est très fort, nanani, nanana, il y a plein d'observables qui nous montrent que il va falloir faire attention et il y va quand même. Bilan 5 morts. Ce qu'on se pose comme question, nous, c'est de se dire à quel moment là, on arrive à mettre en place une décision qui est cohérente vis-à-vis de soi et du groupe qu'on emmène, de telle sorte que ce que l'on peut voir sur le terrain et ce que l'on ressent puisse être, on va dire, le plus cohérent possible par rapport à la décision qu'on va prendre. Et ça, on n'a pas de réponse. Je peux rajouter pour répondre à ta question sur des retours d'expérience en amateur plutôt, sur environ 200 retours d'expérience, sur plus de la moitié après coup, quand les gens font leur analyse et écrivent leur rétex, plus de la moitié avaient pressenti quelque chose, avaient un doute, n'étaient pas sûrs de leur choix en y allant, ils se disaient en fait je savais que ça craignait mais pour X ou Y j'y suis allé quand même. Après, attention, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une analyse même d'eux-mêmes a posteriori. Et du coup, a posteriori, c'est un peu plus facile de se dire « Ah, en fait, je l'avais senti ». À quel point, sur le moment, il l'évaluait critique ou pas, c'est un peu plus dur à dire. Je vais la faire courte, du coup, vu que c'est la dernière. On parle pas mal de systèmes coopératifs et de tout ça au milieu du guide et des ressentis. Est-ce que le modèle principal économique, qui est le modèle de l'indépendant, il est compatible avec vous, pour vous, avec la vision coopérative? Et autour justement de cette vision-là, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modèles à mettre en avant et autour de ce métier de guide pour le faire évoluer vers un peu plus de coopération? Je ne suis pas sûre que ça appelle une réponse courte. Je dirais que c'est peut-être le sujet d'une autre conférence. Parce que là, on est sur le volet social du guide. Voilà. Je tiens quand même à dire que malgré le fait qu'on soit tous des indépendants, dans ce métier-là, c'est un exemple depuis de très très nombreuses années d'un système de coopération et d'entraide qui existe à tous les niveaux.
que ce soit entre associations professionnelles ou que ce soit simplement d'un guide à l'autre pour se refiler les conditions les plus objectivement possibles pour les bons plans à faire avec des clients. Voilà. Ce que je peux te dire aussi, c'est que et tu vois, à la lumière de ce qui est marqué sur cette carte, c'est quand même on ouvre énormément, on cite l'autre, on met le client au centre. Et dans une formation comme le recyclage, on prend une demi-journée pour questionner l'implication du client dans les stratégies de sécurité. C'est comme ça qu'on appelle le module de formation. Donc les systèmes coopératifs, c'est ultra tendance. Nous, ce qu'on voit là-dedans, c'est des opportunités pour augmenter la sécurité, et notamment pour sécuriser un petit peu la décision du guide par des retours, par des double checks, d'accord ? Comment je m'appuie sur mon client pour être plus performant dans la sécurité. On est au début de cette page, et donc on va explorer un petit peu toutes les pistes qui sont à notre portée, et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est quelque chose, enfin le truc, il est clairement lancé, c'est marqué là, c'est dans les contenus de formation, donc on est sur voilà, on va explorer ces potentiels. Alors, on s'arrête là. Alors, moi, je voudrais juste quand même partager un petit mot avec vous. C'est que je suis très frustrée de ne pas poursuivre sur toutes les émotions. C'est mon domaine. Et je voulais juste quand même rajouter un petit truc. Hein, excusez-moi, messieurs et mesdames, mais les émotions sont quand même des ressources accessoires. Je suis coach en entreprise et j'utilise des techniques managériales en fait pour gérer les émotions. Et ça s'appelle en fait la gestion intelligente des émotions ou l'intelligence émotionnelle, c'est selon. Et en fait, c'est vrai qu'en entreprise, voilà, il y a des techniques pour ça, comme effectivement ce que tu disais tout à l'heure, Hervé, c'est un truc tout bête, demander la météo le matin, c'est-à-dire impliquer aussi, faire appel à des faits pour gérer en fait les émotions. Mais toutes les émotions sont des ressources, c'est-à-dire que tout dépend de leur intensité aussi. Voilà, donc je ne vais pas développer ce soir, mais voilà, je voulais juste partager avec vous ma frustration de ne pas pouvoir parler sur ce sujet-là et que ça se termine aussitôt. Donc voilà, je voudrais vous remercier notre panel, merci à vous tous, merci aux participants. Voilà, et très belle soirée à tous.